Question de Franck Lavessière. Bonsoir Président, vous êtes attaché à l'histoire, la culture et à son patrimoine. Quel est le programme de la scolarité pour relever notre niveau ? Je ne suis pas sûr d'avoir parfaitement compris. Si je comprends bien, ça concerne l'enseignement. Si c'est bien ce que j'ai compris, je l'avais dit d'ailleurs dans mon programme de 2011, donc c'est pas une réponse de circonstance. Il me semble que je l'avais déjà dit. Moi, je veux que l'enseignement français, ça sera la partie éducation, d'abord assure les savoirs fondamentaux des enfants, ça c'est très important, qu'on mette de côté toute une série d'expériences qui se sont révélées plus désastreuses les unes que les autres, et que l'on s'axe sur, d'abord et avant tout, les fondamentaux, c'est-à-dire la lecture, l'écriture, les mathématiques, l'histoire, la géographie. Voilà, ça paraît bon, mais malheureusement, il faut arrêter que l'éducation nationale se substitue dans tous les domaines aux parents. Il faut également arrêter la tendance à la dégradation continuelle de l'enseignement et la tendance au laxisme. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec la pensée selon laquelle ça serait bien de simplifier l'orthographe, simplifier ci, simplifier ça, parce que ça... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas en supprimant les notions de complément d'objet direct, c'est pas en supprimant l'apprentissage des langues rares, c'est pas en supprimant, comment dirais-je, les difficultés grammaticales ou orthographiques. C'est pas comme ça qu'on fera en sorte d'améliorer le niveau de vie, le niveau d'éducation de la population. Il faut une certaine exigence dans l'éducation. Voilà. C'est une vérité. Moi, je suis un amateur non seulement d'histoire, mais aussi de civilisations extrême-orientales. J'ai vécu au Japon, je connais bien, je suis allé plusieurs fois, même un grand nombre de fois en Chine, je suis allé en Corée, je connais bien les pays asiatiques. Il n'y a rien de plus difficile au monde que de savoir lire et écrire la langue chinoise. Et mieux encore le japonais, parce qu'au japonais s'ajoutent par ailleurs les deux syllabaires particulièrement spécifiques au Japon, qui sont les hiragana et les katakana, plus le romaji, c'est-à-dire l'écriture romaine, plus les kanji, c'est-à-dire l'écriture japonaise. Il n'y a rien de plus difficile au monde. Eh bien, actuellement, du système scolaire au Japon, à Taïwan, où ils ont gardé les caractères chinois anciens, en Chine, on a, à la sortie les enfants qui ont 12 ans ou 13 ans, il y a 95, 96, 97, 98, 99% de taux d'alphabétisation. Voilà. En France, on a maintenant 40% des enfants qui sortent de l'école primaire pour entrer au collège ont des difficultés de lecture et d'écriture. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal, et ça c'est quelque chose, je l'avais déjà dit en 2011, il y aura un plan lecture pour tous, et on ne fera pas preuve de laxisme, au contraire, il faut faire preuve d'une certaine exigence. Parce que je voudrais dire quelque chose qui m'est très cher. C'est que s'il n'y a pas d'exigence à l'école, l'exigence, on la trouve après, à la sortie de l'école. Ce sont les employeurs qui, eux, font preuve d'exigence. Et si on n'a pas donné la possibilité à un jeune, à un enfant issu d'un milieu très modeste, un milieu parfois où les gens n'ont pas, comme disait le sociologue Bourdieu, pas de capital culturel, des enfants issus de l'immigration, parfois des familles décomposées, parfois des parents qui sont analphabètes dans leur langue d'origine. Si on n'a pas fait preuve de cette exigence, eh bien au total, on a une reproduction sociale qui s'accentue. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les enfants qui sont nés dans des milieux sociaux favorisés, qui vont réussir les concours des grandes écoles, qui vont réussir le passage en faculté, qui, même après les concours, dans une entreprise, ce sont eux qui auront eu les bases les plus solides parce que l'école ayant été défaillante, ils l'auront eu dans leur famille. Je voudrais prendre une statistique que je trouve désolante. Dans les années 1950, les années 1950, de mémoire, je crois qu'il y avait 35% d'élèves de l'école polytechnique qui étaient issus de milieux ouvriers. Aujourd'hui, c'est tombé à 2%. Voilà. Et on trouve la même chose dans les grandes écoles. Et ça, c'est du fait directement de l'affaiblissement de l'école républicaine. Moi, je veux rétablir l'école de la République. Et dans cette école de la République, il y a aussi l'idée de transfert, de transmission
d'un héritage, transmission d'un héritage culturel. Et là où je rejoins la question qui m'a été posée, j'en ai profité pour donner quelques visions qui me sont très chères. Moi, je suis un enfant de l'école de la République. Mon père aussi. Les gens de ma famille, mes arrière-grands-parents étaient des pauvres gens. Donc je suis un enfant de la République et j'en parle avec une certaine chaleur. Il faut également transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, d'une part, les fondamentaux de la culture française. Il n'est pas normal que sur les grandes chaînes de télévision publiques françaises, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'envisage la déprivatisation de TF1. Je rappelle que TF1, la première chaîne, était une chaîne nationale jusqu'en 1986, qu'elle a été privatisée en 1986 auprès du groupe Bouygues moyennant un cahier des charges culturel qui n'a en fait jamais été respecté. Donc moi, quand je dis il faut déprivatiser TF1, le reste, on laissera iTélé, BFM TV, on laissera ça au privé, mais on déprivatisera TF1, on en refera une chaîne nationale comme France 2, qui auront un rôle d'éducation populaire, qui auront un rôle pour... Moi, je dis qu'il n'est pas normal que quelqu'un, un jeune Français, quelle que soit son origine sociale, ethnique, etc., quand il a 18 ans, 19 ans, il n'ait pas pu voir, il n'a pas eu la possibilité matérielle de voir la télévision française, par exemple, une pièce de Molière, de rire devant une pièce de Labiche ou de Feydeau, de chantonner sur un opéra de Rameau sur les Indes galantes, de s'émouvoir ou de frissonner devant tel ou tel film français des années 30 ou des années 50, ça n'est pas normal. Mais il y a quelque chose qui m'est également très cher, c'est aussi l'ouverture d'esprit de nos compatriotes sur l'ensemble du monde. Et pas seulement sur les États-Unis d'Amérique. Moi, je suis pour l'universel. La France est un pays qui est ouvert à l'universel. Je veux en particulier, je l'ai dit et je le redis, qu'il y ait, par exemple, chaque mois, une fois par mois, c'est pas trop demandé, et pas sur Arte, un 29 février à 2h50 du matin avec 0,01% de taux d'audience. Sur TF1, à 20h35, je veux qu'il y ait, par exemple, une fois par mois, une soirée consacré à un grand pays étranger. Voilà, avec par exemple l'Inde, il y aurait par exemple un grand film indien de Bollywood, et puis il y aurait des petits comment dirais-je, documentaires sur la civilisation hindoue, les temples de l'Inde du Sud, de l'Inde dravidienne, je sais pas, le Rajasthan, la vallée du Gange, etc. Voilà. Et les Français seraient très contents de voir ça. Et puis un mois après, ce serait la même chose sur le Japon. Il y aurait un grand film japonais, par exemple des années 60 de Ozu, et puis ensuite il y aurait un documentaire sur le Japon, sur la religion shinto, etc. Et puis un mois après, le Sénégal, un mois après, la Russie, un mois après, le Brésil, un mois après, l'Égypte, un mois après, le Kenya, un mois après, l'Allemagne, un mois après, l'Italie, un mois après, les États-Unis, pourquoi pas? Voilà ce que je veux. Je veux qu'il y ait une ouverture du monde. Et enfin, et pour répondre définitivement à cette question, moi j'ai vécu au Japon. Et au Japon, comme d'ailleurs en Chine, comme c'est le cas à Taïwan, comme c'est le cas au Vietnam, je connais assez bien l'Asie, vous voyez constamment, à travers le pays, vous voyez des bataillons d'écoliers qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans, et qui, par exemple, au Japon, vous allez avoir des étudiants de Tokyo qui vont aller visiter les temples zen, je sais pas, le Daishin ou le Ryoanji à Kyoto, voilà, avec leurs profs, et puis ils repartent. Et puis c'est comme ça, il y a une espèce de circulation permanente à travers l'archipel où les enfants des écoles sont emmenés pour aller visiter les grands lieux de la culture japonaise. De la même façon, d'ailleurs, qu'à la Nihon Hoso Kyoka, il y a la radio-télévision japonaise officielle, vous avez des pièces de no et de kabuki. Parce que les Japonais, où il y a par ailleurs énormément de films américains, hein, mais ils tiennent quand même à assurer la transmission de la culture d'origine et de la culture monumentale. Bon, c'est pareil en Chine. Si vous allez en Chine, vous verrez des élèves d'écoles qui visitent à Suzhou, par exemple, les grands jardins classiques de l'époque Ming qu'on trouve à Suzhou, le jardin du maître des filets, par exemple. J'en parle avec beaucoup d'animation, parce que c'est un de mes péchés mignons, c'est un de mes jardins secrets, justement, c'est que j'aime beaucoup les civilisations étrangères et les pays étrangers. Et je crois que, à partir du moment où on aime son pays, on aime aussi le pays des autres. Voilà. Et à partir du moment, en profondeur, je veux dire, à partir du moment où on s'intéresse à la culture des pays des autres, quand on s'intéresse à la culture arabo-musulmane,
à la culture iranienne, à la culture russe, à la culture allemande, à la culture espagnole, etc. Quand on s'intéresse aux cultures étrangères, après, on a, pour son propre pays, pour le pays de ses pères, de ses mères, le pays de sa patrie, on a après, c'est ce qui m'est arrivé en tout cas, un sentiment de plénitude, de reconnaissance, et on goûte encore mieux la spécificité, le génie de la France, dans ce concert des nations pour lequel, en tout cas, si je suis élu président de la République, je me battrai.